bienvenue dans ce Parle étrange en compagnie de notre invité. Voilà, donc salut. C'est moi. Cette fois-ci, c'est moi qui fais la présentation. Et aujourd'hui, on va parler de Lego, de plein de Lego, de petites briques jaunes, puisque tu vas nous présenter une construction que tu as faite d'un des plus gros Lego, il me semble. Donc, Ouais. présente-nous ce Lego. C'est un Lego qui fait plus de 5000 pièces, ce qui est énorme pour un Lego. C'est un Lego qui, en termes de prix, vaut assez cher. Donc je vais pas forcément dire le prix ici dans cette vidéo, mais vous pourrez aller chercher sur internet. C'est un Lego que j'ai acheté sur lego.com, donc c'est le site officiel quoi. Et donc oui, 5000 pièces, ça fait partie des tout plus gros Lego, avec le Faucon Millenium, le Colisée de Rome et quelques autres comme ça, quoi, qui sont encore plus gros, je sais plus combien de pièces ils font exactement. Et donc celui-là, on est à plus de 5300 il me semble, et ça m'a pris plus de 20 heures pour le monter. C'est quel Lego? C'est quoi? Et donc voilà, c'est le Lego... Alors... Harry Potter, le chemin de traverse. De traverse. Ouais, de traverse. Voilà. Et Okay. donc je vais mettre quelques images pour vous montrer à quoi ça doit ressembler normalement. Et là, on va tout de suite regarder une vidéo du montage que j'ai fait de ce Lego. Donc il m'a pris 20 heures, mais là évidemment j'ai fait un montage pour accélérer 10 000 fois la vidéo. C'est ça, en fait, on est presque dans un vite étrange. C'est ça, à peu près. Mais c'est pas grave. Sauf qu'en réalité, je l'ai pas fait très rapidement, j'ai pris 20 heures pour le faire, donc c'est beaucoup plus lent qu'un de tes speedruns. Mais là, c'est beaucoup plus rapide parce que je l'ai accéléré. Okay. Alors, montre-nous ça. Alors, là, c'est le début du montage du Lego. Ok, donc comme tu disais, c'est quoi, 5000 pièces, c'est ça? Ouais, c'est plus de 5000 pièces, donc moi, c'est le plus gros Lego que j'ai jamais eu. Sachant que l'autre plus gros que j'avais, je crois qu'il était à un peu plus de 3000 pièces. Il y a combien de paquets là? J'ai vu qu'il y avait ça. Donc alors là, il y en a 21. 21 paquets. Alors 21 paquets, sachant que c'est 1 heure de montage par paquet. Donc voilà, quand on calcule, c'est à peu près 20 heures. Alors moi je connais pas très bien, je connais un peu Lego quand j'étais plus petit on va dire, mais du coup comment ça fonctionne? Ils mettent justement des paquets, c'est dans l'ordre. Alors en fait, les paquets sont numérotés de 1 à 20, et du coup c'est pour faciliter la tâche. Parce que si on avait toutes les pièces en même temps, Ouais. eh ben on saurait pas du tout comment s'y repérer pour réaliser le montage. Donc voilà, donc on fait paquet par paquet, donc en suivant la notice évidemment. Donc là Hagrid et Harry. Oui, ça c'est le petit cadeau en plus qu'ils nous ont offert dans le Lego quoi. À ce prix-là, ils pouvaient bien. Oui, je pense que oui. Okay. Et donc là c'est parce que c'est les 20 ans du Lego Harry. Ok, ouais. Voilà, ça fait 20 ans que Lego fait du Harry Potter. Ce qu'on peut voir qui est impressionnant dans les notices et tout, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire qu'ils ont bien pensé à quelle pièce mettre avant quelle pièce, et en fait, finalement, parfois on met des choses, on fait d'autres trucs, et on se rend compte plus tard que ça servait à mettre une autre pièce encore après, en fait, c'est très très bien pensé. Ouais, et je trouve que ça fait partie du plaisir de faire des Lego en fait. Parce qu'il y a beaucoup de moments où tu te dis ah ouais, c'est bien pensé quoi. Oui, c'est ça, on découvre en fait à quoi ça servait d'avoir monté certaines pièces. Et encore ça, je trouve que c'est encore plus vrai pour les Lego techniques. Par exemple, quand on crée des voitures avec des moteurs et des choses qui peuvent bouger, qui sont un petit peu... comment dire? Ouais, qui sont automatisées un petit peu. Parce que du coup, t'as plein de machins avec des rouages, tu comprends pas tout ce que tu fais, et effectivement, comme tu le dis, tu comprends après. Ouais. Oui, c'est vraiment dans la construction qu'on prend du plaisir au Lego, quoi. C'est ce que je pense un peu le but du joueur. Bah, au début, quand j'en achetais, c'était surtout pour avoir le Lego fini.
Mais en fait, maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt, de satisfaction à faire le montage, en fait. Oui, ce qui finalement est un peu le propos du film Lego. Lego le film qui est très bien. Oui, c'est vrai. Le premier est vraiment très bien. J'ai pas vu le deuxième, mais apparemment, il est pas très très bien, donc bon. J'ai pas vu non plus. Non mais c'est vrai que c'est vraiment le propos quoi. Le fait est que justement il faut pas forcément avoir tout fini comme ça, qu'en fait on peut déconstruire pour reconstruire, pour faire d'autres choses pas prévues par les créateurs. On va dire. Bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de jouer avec des Lego. Quand on est enfant, en fait, avoir un Lego construit et fini, je pense que ça sert pas à grand chose parce que finalement, l'intérêt, c'est de les déconstruire et de faire ce qu'on veut avec, en fait. Ouais. Mais quand on est plus grand, quand on est adulte, c'est vrai que c'est plus l'aspect collection qui peut être intéressant et d'avoir une grosse pièce, voilà, comme on voit là, un bâtiment comme ça. Là c'était quoi? C'était la banque ou Alors là, le premier bâtiment, non, si c'était je me trompe pas, c'est le magasin de baguettes et je sais plus. Et une petite maison, quoi, mais je sais plus exactement. le magasin de John Hurt. Ouais, de John Hurt, de Ollivanders, ouais, c'est ça. Oui, les vendeurs. Du coup, ouais, donc là on voit que tu tries les pièces. Oui, parce que j'avais commencé un petit peu comme avec n'importe quel Lego, on va dire plus lambda, où voilà, on a un sachet, on regarde les pièces comme ça un petit peu, voilà, sans plus de difficulté, on les repère facilement et on les assemble. Mais là, en fait, dans ce Lego là précisément, il y a tellement de pièces par sachet qu'on est obligé. Enfin, là, je me suis senti obligé de les trier par couleur en fait. Ok. Parce que c'était Oui, beaucoup bon. trop long. Donc là, je pense que c'était D'accord. vraiment la méthode optimale. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais il me semble que quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de couleurs vraiment différentes. Enfin, pas autant de couleurs à part celles visibles, les pièces qu'on voyait pas, on va dire, n'avaient pas forcément de couleurs, c'était un peu unique. Là, c'est vrai qu'ils ont peut-être tendance à mettre plus de couleurs différentes pour qu'on s'y repère plus, enfin, je pense. Alors, déjà, oui, je pense que c'est vrai. Et d'autant plus ce Lego là, parce que je crois que c'est le Lego où j'ai vu le plus de teintes et de nuances de couleurs sur les briques. Ok. Mais en même temps, voilà, vu le prix de ce Lego, je pense ils ont fait un effort, quoi. Et d'ailleurs, pour les quelques manuels, parce que là, on le voit justement sur la vidéo, manuels de construction, c'est vrai que ceux que j'avais quand on était plus jeune, genre, parce qu'on avait eu, par exemple, le Slave One non, le 1 ou le 2, j'ai dit, celui de Boba Fett, Ah ouais. où les pièces étaient toutes grises et c'est vrai que le manuel parfois on s'y perdait parce que tout était gris. Que maintenant c'est vrai que c'est très coloré, le but d'avoir fait des pièces je sais pas, jaune, rouge, bleu, mais qui sont à l'intérieur et qu'on voit pas, qui servent vraiment dans le manuel aussi, pas que visuellement en dehors on va dire, mais vraiment dans le manuel. Ouais, bah c'est vrai que j'avais repris un vieux manuel de Lego des Lego Vikings qu'on avait eu. Alors je sais plus exactement quelle année. Et en fait, on ne voyait rien du tout. C'était noir sur noir, marron sur noir. On comprenait pas du tout les dessins qu'ils nous mettaient pour faire la construction. Et c'est vrai que en voulant le reconstruire, j'ai eu beaucoup de difficultés en fait. Alors justement on parle de Lego Viking et c'est vrai que c'est intéressant de dire que là c'est Harry Potter, c'est une licence mais qu'il n'y a pas toujours eu des licences. C'est vrai que quand on était plus jeunes, nous on avait, à part Star Wars, et sur le tard on a eu Indiana Jones je crois, on avait quasiment que des produits purement Lego. Bah, il me semble que les premiers c'était Batman, Harry Potter et Star Wars en fait. Bah oui, Star Wars. Star Wars c'était le premier. Star Wars, Ouais, c'était Star le Wars. premier. C'était les trois premiers, il me semble, en licence. D'accord. Et qui continuent encore aujourd'hui, évidemment. Oui, ça c'est sûr. Du coup, alors, donc, pourquoi toi tu as choisi cette pièce-là? J'imagine déjà parce que c'est une des plus grosses et que du coup c'est un peu emblématique, mais pourquoi est-ce que tu as une fascination particulière pour Harry Potter étant donné que Alors, moi, Harry Potter, pas spécialement, hormis les deux premiers en fait. Parce que à partir du troisième, même si j'aime beaucoup le réalisateur Alfonso Cuarón, je suis pas très très fan de. Enfin, bon, le troisième est bien, mais bon, on va dire que c'est le dernier que j'aime bien. Mais alors, Et voilà. là, c'est vrai que tu parles directement des films, et du coup, c'est vrai qu'en fait, Oui. finalement, le Lego est presque plus
une transposition en version jouet du film que des livres. Oui, peut-être. Alors c'est vrai que j'avais lu les 2 premiers quand j'étais enfant, mais alors je me souviens absolument plus de... Enfin, je m'en souviens plus vraiment, en fait. C'est plutôt les jeux vidéo qu'on avait eus et les films qu'on a vus qui m'ont marqué, en fait. Harry Potter 2, La Chambre des Secrets sur PS1. Non, surtout celui sur Game Boy Color, là, je sais plus comment il Ah oui. s'appelait. C'était le 2 aussi, ouais. C'était la même chose. Ouais. Et donc, ouais, donc j'ai pris ce Lego là parce que c'était comment dire, ce que j'aimais le mieux dans Harry Potter et ce qui m'a le plus marqué dans le premier. Je me souviens, on l'avait vu au cinéma en plus. Oui, oui. Et donc voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Et franchement, quand j'ai vu le Lego sur le site, parce que j'y vais régulièrement, ouais, il m'a quand même pas mal impressionné. J'ai hésité 2 mois avant de l'acheter et bah j'ai craqué. Ok. Oui, parce que Donc, voilà. c'est vrai que Harry Potter, c'est quand même assez emblématique de notre génération. Dans pile poil, justement, nous, on a eu les livres qui sortaient et ensuite les films. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me souviens dans la cour de récréation, au collège ou même plus tard au lycée, il y avait tout le monde qui lisait Harry Potter. Oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que je collectionne absolument pas les Lego Harry Potter. En fait, c'est l'unique que j'ai. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu, malgré le fait que tu ne sois pas forcément attiré par cette licence plus que ça, bon, pas non plus, tu n'as pas non plus un rejet vers cette licence, mais c'est vrai que c'est c'est une pièce de collection qui est vraiment faite, là déjà vu le prix pour les adultes, Oui. il n'y a pas de doute. Et surtout, justement, ça parle aussi à notre génération. C'est quelque chose, on va dire, si tu avais eu, je sais pas, enfin, là justement, j'ai pas trop d'exemples de la génération actuelle, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de... Bah, aujourd'hui, ce qui marche beaucoup en Lego chez les jeunes, c'est les Ninjago. Voilà, Ninjago par exemple. Ninjago, c'est une licence qui a été inventée donc par Nintendo, non, par Lego eux-mêmes. Et ils en ont créé une série animée, etc. Et donc voilà, ça marche vraiment très très fort, quoi. Voilà, donc ça, par exemple, pour moi, ça me parle. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui adorent Ninjago, mais moi, ça me parle pas du tout. Mais c'est vrai que cette licence-là, Ninjago, en termes de Lego, c'est beaucoup plus des jouets en fait. C'est beaucoup moins de la collection, des choses qu'on va pouvoir exposer. Voilà, et d'ailleurs, typiquement, justement, là, ce que tu montrais, le cadeau là, pour les 20 ans de Harry Potter, quand il montrait le sort de petit présentoir à tout, ça, c'est évidemment fait pour les collectionneurs et donc les adultes. Ah bah, de toute façon, cette pièce-là, oui. En fait, il n'y a pas beaucoup d'interactivité. C'est-à-dire qu'il y a des Lego où. Comment dire? Ils sont pas très beaux à exposer, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, sur lesquelles on peut interagir, etc. Et donc ça, c'est plus orienté enfant, effectivement. Là, un Lego comme ça qui prend 20 heures à construire, je pense qu'un enfant n'a pas la patience, très clairement. En fait, voilà, je pense justement que là où un adulte va s'amuser, parce que ça reste un jouet, et le but c'est de s'amuser, c'est le moment de la construction. Justement, là, c'est le côté architectural. Un enfant, justement, lui, il va pouvoir être plus dans l'instant et pouvoir un peu, comme les Lego Mario, là, qu'on peut actuellement, faire des circuits, pouvoir les démonter et les remonter comme ils veulent. Oui, exactement. Et le faire rapidement. Et donc, ouais, donc voilà, ceux-là, c'est plus des Lego, effectivement, de collection. On peut pas vraiment jouer avec après. Quoique ça doit être marrant quand même. Et donc, voilà, en fait, donc on arrive à un point intéressant, c'est que Lego, aujourd'hui, on va dire, surfe sur le succès qu'il a eu par le passé, depuis longtemps maintenant, et continue à, comment on pourrait dire, à attirer un public qui jouait avant quand il était adolescent et qui maintenant est devenu adulte, et continue à le fidéliser en lui proposant justement des choses de plus de collection. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'adultes qui collectionnent des jouets, et donc ça fait totalement partie de cette vague, je dirais, où on voit beaucoup de grands collectionneurs de Lego. Et toi, par exemple, je sais pas si tu es un grand collectionneur de Lego, mais en fait, tu as beaucoup de Lego chez toi. Et justement, je pense que ce genre de produit fait totalement partie de l'intérêt que Lego porte à cette tranche de personnes. Bah oui, c'est sûr que déjà, quand on va sur leur site, on a une catégorie, ils ont mis pour les grands enfants, je crois. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Lego qui sont vraiment conçus pour les adultes, en fait. Par exemple, comment dire, les Lego qui vont concerner des licences beaucoup plus anciennes,
Par exemple, Ghostbusters, ils en ont fait quelques-uns. Retour vers le futur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après. Les films Ouais. des années 80, c'est sûr que là, ça parle, à la limite, c'est vrai que ça parlera encore plus aux collectionneurs que vraiment à ceux qui ont connu l'époque, parce que je pense que les grands enfants des années, qui ont connu les films des années 80 sont encore plus vieux aujourd'hui. Oui, parce qu'il Forcément, y a beaucoup de collectionneurs de Lego qui ont. Plus de 40 ans. Quand tu Ah vas oui. sur Instagram, tu te balades un peu, tu remarques que la tranche d'âge, elle est parfois assez élevée. Voilà, mais c'est pas, alors, ça m'étonne, et en même temps, ça m'étonne pas tant que ça. Donc, c'est assez intéressant. Et donc voilà pourquoi ils proposent justement des produits de cette époque-là, enfin, qui reprennent de cette époque-là. Parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire, de produits des voitures, par exemple, des éléments iconiques de films, Ouais. des Lego de la NASA, donc les fusées, comment dire, là par exemple j'ai le, comment on dit, le lander, lander lunar, je sais plus, une navette spatiale, voilà, d'Apollo 11. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de produits comme ça en fait qui vont moins intéresser des enfants. Quoique tu me diras, l'espace ça intéresse, peu importe l'âge. Oui, alors du coup, justement, on parlait des licences ou non licences, mais des licences soit de Lego ou alors des licences extérieures. Et il n'y a pas que justement des licences, des univers de fantasy, de science-fiction, etc. Il y a aussi des purs Lego techniques en partenariat avec des marques. Donc on a oui, voilà, on a des licences autant extérieures que intérieures de Lego, on va dire. Mais il y a aussi tout ce qui est partenariat avec des marques, je sais pas, de Peugeot, Renault, Oui. Ferrari. Voilà, on a tout ça, on a des Lego techniques, du coup, qui sera orienté beaucoup plus pour la collection de vraies voitures refaites en Lego, mais on a aussi des Lego plus. Est-ce que les Lego architecturaux sont des Lego techniques? Alors c'est pas des Lego techniques, c'est encore une autre gamme. Je sais plus ce que c'est parce que j'en ai pas de ceux-là, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus, mais effectivement il y a plein de Lego qui reprennent des monuments, voilà, des monuments très célèbres. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure du Colisée de Rome qui est, je crois, la plus grosse pièce Lego qui n'ait jamais été faite, il me semble. Peut-être que c'est le Faucon Millenium, mais je sais plus. J'ai vu qu'il y avait la cathédrale de Paris aussi, qui a été faite par un Français justement. Oui, alors après, il y a beaucoup de Lego qui sont pas des Lego officiels, on va dire, mais qui sont effectivement des constructions de particuliers, puisque c'est quand même aussi tout l'intérêt des Lego. On peut les collectionner, voilà, mais on peut aussi en construire, évidemment. C'est quand même le but. On voyait justement alors c'était à la télé, je regarde jamais la télé, mais ça j'avais regardé cette émission sur internet, je crois que c'est Lego Master, où justement on voyait ce que peut donner des constructeurs de Lego, on va dire, amateurs qui créent par eux-mêmes justement avec plein de tas de pièces, c'est assez intéressant. Et voilà, donc c'est. Et voilà, donc on arrive sur des produits justement qui sont ensuite recommercialisés par Lego eux-mêmes. Alors, Ça, c'est marrant. en fait, c'est une gamme qui existe dans Lego qui, je sais plus exactement l'historique, mais en fait, à la base, ils avaient fait des sortes de concours, mais je crois que c'était au Japon à la base, c'était seulement les Lego au Japon qui avaient fait ce truc-là. Je crois, hein, je suis pas spécialiste du sujet. Et après, ils ont étendu ça dans le monde, en fait. Donc maintenant, voilà, il y a comment dire, régulièrement des concours qu'on appelle, enfin dans la gamme Lego Ideas, ou Ideas, on va dire Idea. Et en fait, c'est des particuliers qui proposent leur création, qui après vont devenir des produits officiels Lego, en fait. Je pense que c'est AI. Oui, c'est ça. Et donc, Ouais, j'ai quelques Lego Ideas, voilà. Ideas. Qui sont, franchement, je trouve que c'est une des marques pour les collectionneurs, enfin une des, comment dire, une des catégories qui est vraiment le plus intéressant pour les collectionneurs en fait. C'est là où on retrouve les plus belles pièces, je trouve. D'accord. Voilà, j'en mettrai quelques-unes, j'en afficherai quelques-unes. Avis d'expert, acheter des Lego Ideas. Alors après, évidemment, hein, dans les Lego Ideas, t'en as qui montent très vite en prix, mais il y en a qui sont aussi accessibles, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est des Lego qui ont été développés
par des particuliers, et après pour les recommercialiser, ils ont été ils ont été revus avec des gens qui travaillent déjà dans Lego en fait, et qui sont spécialistes dans la création de Lego pour la vente, voilà, tout simplement. Pour la création des manuels et tout ça aussi, j'imagine, hein, parce que c'est un métier. Et c'est vrai qu'ils ont bien progressé depuis le début. En tout cas, bon, je pense qu'avec tout ça, on a pas mal fait le tour de Lego actuellement. On a parlé étrange. Oui. Et l'étrange, bah, c'est vrai, parce qu'en fait, finalement, on est un peu une génération, comment on appelle ça déjà, les adolescents, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Je déteste ce terme, c'est idiot, parce que finalement, je vois pas pourquoi un adulte ne pourrait pas jouer. Mais en fait, c'est juste que je trouve que Lego aujourd'hui c'est devenu un élément de pop culture un peu. Déjà, on le voit avec les films là qui ont été faits, et puis toutes les licences qui sont reprises par Lego en fait, tout simplement quoi. Oui, et en fait, justement, c'était parti d'une manière plus générale, tout ce qu'on appelait les geeks, les nerds, etc., qui était un peu mal vu à l'époque. Maintenant, il y a quelque chose de très cool et qui est très bien. Et donc, la pop culture, c'est souvent. En fait, la pop culture, c'est culture populaire tout simplement, qui n'était pas la même à l'époque, aujourd'hui est devenue justement à intégrer plutôt cette culture geek, c'est-à-dire, je sais pas, les films d'horreur, les films de SF, de fantasy, les jouets, tous les trucs finalement des années 80-90, de l'enfance, de l'adolescence, les jeux vidéo. Et donc c'est ça, c'est beaucoup plus ça maintenant la culture populaire que c'est pas. En fait, sinon, en fait, enfin, voilà, ça intègre vraiment tout ça. Par exemple, je sais pas, le rock'n'roll, c'est plus vraiment la culture populaire. On est presque plus dans une culture élitiste maintenant. Alors ça, C'est vrai. c'est des questions des traits de certains sociologues de façon assez intéressante sur tout ce qui est culture de masse, culture populaire, culture élite, etc. Justement, il y a des cycles, parfois ça change, parfois on se réapproprie, parfois dans la culture populaire, il y a des personnes comme élitistes à l'intérieur. C'est assez intéressant. Par exemple, je ne sais pas, moi qui connais pas mal le sujet de Lovecraft, il y a des gens qui se revendiquent des purs Lovecraftiens et qui connaissent bien mieux que les autres. Je ne sais pas si on peut mieux connaître un auteur que l'auteur lui-même. Enfin, en tout cas, c'est un peu peut-être vain de penser comme ça, mais je pense que ça a un lien en tout cas avec tout ça, avec les Lego, etc. Et donc voilà, après on voit derrière toi le Dark Vador repris par Lego. Alors là, je pense que c'est la meilleure représentation d'une incarnation de la pop culture, c'est la figure de Dark Vador en Lego. Voilà. Et qui ressemble à Andy Warhol un petit peu en plus. Oui, oui, et d'ailleurs ils en ont sorti un tableau Andy Warhol en Lego alors. Et en plus, Andy Warhol, c'est typiquement l'artiste qui reproduit à la chaîne des mêmes tableaux. Donc en fait, qui quelque part est purement ce qu'aujourd'hui on voit dans les Marvel, etc. C'est de la reproduction à la chaîne de la même chose. Et qui pourtant est vu comme quelque chose de génial. Je ne dis pas que ce n'est pas. Voilà. Donc c'est intéressant. Oui, je ne donnerai pas mon jugement de goût sur Andy Warhol. Voilà. Alors, il y a beaucoup de. Je ne vais pas donner de noms, voilà, on va pas mettre non plus dans la description, mais vous pouvez aller voir, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la reproduction de l'art et justement, est-ce qu'on peut toujours considérer qu'une œuvre d'art, il y a une œuvre d'art originale, sinon on fait plein de reproductions. Mais justement, est-ce que les Lego comme ça, parce qu'en fait on aurait un Lego, tu vois, par exemple un particulier qui va construire une cathédrale, tu vois, par exemple, en Lego. C'est une œuvre d'art quelque part. Mais si tu fais la même cathédrale et que tu en fais 100 000 exemplaires, est-ce que c'est une œuvre d'art? Alors, il y a un auteur, alors je n'ai plus son nom malheureusement, mais que j'avais pas mal lu, qui disait que justement, lui c'était sur la question de Van Gogh, et en gros on faisait, je sais pas, la nuit étoilée de Van Gogh, et puis on en faisait, ou les tournesols, ce qu'on veut, le portrait, voilà. Et on en faisait D'ailleurs, ils vont faire la nuit étoilée de Van Gogh en Lego, en IDEAS. Pardon. Et bah du coup, si on faisait des reproductions en, je sais pas, comment ça s'appelle, en carte postale. Du coup, est-ce que c'est aussi une œuvre d'art? Parce que c'est la même chose finalement. Alors, pourquoi est-ce que ce qu'il a peint, c'était plus l'œuvre d'art? Alors, on pourrait dire parce qu'il y a les coups du pinceau, du maître, etc. Est-ce que c'était la première aussi, peut-être? Voilà, peut-être. Mais alors, du coup, dans le cas de Lego, justement, il n'y a pas de première. Alors, peut-être qu'il y a une toute première, la maquette originale, mais il n'y a pas de première réellement. Mais pourtant, est-ce que ça enlève le côté artistique? Donc finalement, est-ce que l'art appartient à l'objet en lui-même? Ou alors est-ce que l'art, c'est pas quelque chose justement plus de le beau, voilà,
c'est impossible de répondre à cette question, évidemment, parce qu'il y a des philosophes de l'art, qui savent, tu connais peut-être pas encore mieux que ça, qui s'intéressent à cette question plus que... Oh oui. Voilà. Donc, même si moi j'ai aussi pratiqué pas mal la philosophie de l'art. Ouais, après, tu dis que c'est impossible de répondre. Je dirais plutôt que chacun va avoir une réponse différente. Mais Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis c'est impossible de répondre. Donc, moi je pourrais répondre pour moi, mais oui, voilà. je n'ai pas envie d'asséner ma vision de la chose. Donc, Ok. voilà. Je pense que nous pouvons conclure cet épisode et donc notre invité peut maintenant s'en aller en restant chez lui. Car ceci est un paradoxe. J'aime bien les paradoxes. Voilà. Et à bientôt du coup pour de nouveaux épisodes.